Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Ça y est, on ne va plus pouvoir vous bassiner avec les retards d'Artemis 1, du SLS et d'Orion. La première mission du programme de retour américain sur la Lune a décollé. Le spectacle était magnifique mercredi dernier. Le SLS est un monstre dont chaque décollage promet des sensations fortes. Très honnêtement, j'espère avoir la chance d'en voir un dans la décennie. Le début de la mission se déroule bien, très bien même, et les 24 caméras présentes à l'intérieur et à l'extérieur du vaisseau nous permettent de ne pas en louper une miette. Vendredi, Jim Green, un des cadres du programme, nous a appris que le vaisseau se comporte mieux que prévu dans l'espace profond, ce qui nous laisse penser que le reste de la mission devrait se dérouler sans accroc. Après quelques jours de voyage, Orion a réalisé une première passe rapprochée au-dessus de notre satellite. Hier, il est ainsi passé à seulement 130 km de la surface de la Lune. Le contact avec le vaisseau a été perdu pendant 34 minutes alors qu'il passait derrière notre satellite. Un moment qu'on imagine stressant pour les équipes de la NASA et de l'ESA. Le survol de la Lune a été l'occasion de conduire une mise à feu de son moteur de 2 minutes et demie. Elle a permis de le placer sur une bonne trajectoire pour une insertion en orbite lunaire rétrograde. Manœuvre qui devrait avoir lieu un peu plus tard cette semaine. 4 petites mises à feu avaient déjà eu lieu auparavant. Bien que tout se déroule de manière optimale, de petits dysfonctionnements ont été observés. Le viseur d'étoile du vaisseau semble par exemple être légèrement aveuglé lorsque les propulseurs d'Orion sont mis à feu. Rien de bien méchant, mais cela pourra donner lieu à un ajustement avant les missions suivantes. Après tout, les vols d'essai servent à ça. En tout, 13 petites anomalies ont pour le moment été relevées. Aucune d'entre elles n'entrave le bon déroulement de la mission. Là où les choses se corsent un peu, c'est au niveau des 10 CubeSats qui ont été libérés par l'étage supérieur du SLS. Ils représentent une bonne partie du potentiel scientifique de cette mission de démonstration, et 5 d'entre eux ne se comportent déjà pas comme prévu. L'UNIR, Lunar Ice Cube, NIR Scout, QSP et Team Miles, de leur petit nom, ont ainsi rencontré des problèmes de télécommunication ou de déploiement. Ce qui est bien dommage, car ce sont des missions très ambitieuses au vu de leur petit format. Les 5 autres CubeSats se portent en revanche bien. À peu près un quart de la mission Artemis 1 s'est jusqu'ici déroulé. On va donc continuer à suivre régulièrement les images et les nouvelles données par la NASA. Comme à son habitude, l'agence spatiale américaine a déployé un dispositif médiatique impressionnant pour suivre pas à pas la mission. L'outil Track Artemis vous permet par exemple de suivre en direct et en 3D l'emplacement du vaisseau, avec simulation de ses différentes caméras. Je vous le mets en description. Il nous reste donc à espérer que le reste de la mission se déroule aussi bien que son début. On pourra alors tourner sereinement les yeux vers Artemis 2 pour assister à la même aventure, mais avec un équipage. On continue avec une autre mission de la NASA qui se déroule incroyablement bien, celle du télescope spatial James Webb. Voilà quelques mois que sa mission principale a commencé et elle a déjà débouché sur de très belles images et des résultats surprenants. La semaine dernière, l'agence spatiale américaine a tenu une conférence de presse au cours de laquelle ont été présentés des résultats sur l'observation des galaxies anciennes à l'aide du télescope. C'est en effet une des promesses principales de James Webb, nous montrer comment les toutes premières galaxies de l'univers se sont formées. La publication des premières photos du télescope voilà quelques mois a très vite fait avancer cette quête. Immédiatement, plusieurs groupes de chercheurs ont identifié des galaxies d'apparence très anciennes sur les clichés. L'une d'entre elles en particulier, dénommée Glass Z12, a pu être datée à 350 millions d'années après le Big Bang par 2 équipes différentes. Cela reste pour le moment une estimation, elle pourrait cependant être confirmée en passant par un mode de spectroscopie de James Webb. Seulement, le télescope est tellement demandé qu'il n'aura probablement pas le temps de le faire avant au moins 1 an.
De manière générale, ce type de galaxie ancienne semble être plus nombreux qu'attendu, ce qui est un des premiers enseignements du télescope. Cela nous indique que les premières étoiles et premières galaxies de l'univers se sont probablement formées plus tôt que ce que prédisaient jusqu'à présent la plupart des modèles. Les premières étoiles ont ainsi pu se former seulement 200 millions d'années après le Big Bang. Ces observations étaient inaccessibles à Hubble. En seulement quelques mois d'opération, le nouveau télescope géant a donc ainsi montré qu'il va déjà bousculer notre compréhension des premiers âges de l'univers. Voilà qui augure du meilleur pour la suite. On revient maintenant dans le système solaire, du côté de Mars, où le succès d'Ingenuity promet de belles choses pour l'avenir de l'exploration de la planète rouge. Voilà 1 an et demi que le drone parcourt l'atmosphère martienne. Cela lui a permis de voyager sur 7,5 km en seulement 33 vols. Malgré quelques mésaventures ici et là, il ne montre aucun signe de faiblesse. Pour la NASA, la démonstration est donc faite, et il est temps de penser à la suite de l'exploration aérienne de Mars. La NASA et l'ESA sont en train de développer conjointement une stratégie pour ramener sur Terre les échantillons prélevés par le rover Perseverance. Celle-ci va nécessiter l'envoi d'une autre mission au sol qui devra aller jusqu'au point de collecte, récupérer les échantillons et les ramener jusqu'à un site de lancement orbital. Jusqu'à présent, il était entendu que cette tâche sera réalisée par un rover. Mais les agences spatiales pensent maintenant que des drones feraient tout aussi bien le travail, plus vite et sans devoir se préoccuper des aléas du relief. Ces hélicoptères ressembleraient beaucoup à Ingenuity, mais avec des roues à la place des patins et un petit bras manipulateur. La mission utiliserait les deux formats, rover et drone, pour se donner un maximum de chances de réussite. On apprend également qu'un hélicoptère plus lourd, capable de transporter jusqu'à 5 kg de charge utile, est en développement préliminaire à la NASA. L'agence a déjà de très nombreuses idées pour exploiter ce nouveau type de transport martien. Des hélicoptères lourds pourraient être capables de traverser plusieurs dizaines de kilomètres par jour, ce qui offrirait des aires immenses d'exploration avec une unique mission. Équipés de bras manipulateurs, ils pourraient aussi servir à placer et déplacer des expériences à la surface, ce qui là aussi multiplierait les opportunités scientifiques. On peut donc s'attendre à une multiplication des drones martiens dans les années et les décennies qui viennent. Passons maintenant en Inde où les programmes spatiaux publics comme privés font de belles avancées. Le 18 novembre, la première fusée suborbitale privée du pays a décollé pour atteindre une altitude de 89 km. Conçue par l'entreprise Skyroot Aerospace, elle doit permettre d'aider au développement du lanceur Vikram 1, lesquels sera en mesure d'emporter une demi-tonne en orbite basse. On avait jusqu'ici peu entendu parler du New Space indien, mais il faut bien constater que la tendance est mondiale. L'Inde produit à elle seule 1,5 million de nouveaux ingénieurs par an et pourrait donc développer plus d'un concept intéressant, à condition que les capitaux nécessaires soient disponibles. Du côté du programme spatial public, c'est le vol habité qui avance. Vendredi dernier, l'ISRO, l'agence spatiale du pays, a testé avec succès les parachutes de son vaisseau Gaganyaan. Le succès de cet essai ouvre la voie à un premier vol du vaisseau spatial en février prochain. Il se fera cependant à vide. Le premier vol habité devrait lui avoir lieu en 2024. L'Inde rejoindra ainsi les États-Unis, la Russie et la Chine en tant que puissance spatiale capable de mener des vols habités de manière indépendante. Une station spatiale devrait ensuite suivre, un peu à l'image de ce qu'a fait la Chine au cours des dernières décennies. En Europe, en revanche, toujours pas de vol habité. C'est plutôt du côté des constellations que les choses avancent. La Commission européenne a annoncé la semaine dernière qu'un accord de financement avait été trouvé pour le déploiement d'une nouvelle constellation souveraine, dénommée Iris. Dédiée aux télécommunications, elle devrait permettre de couvrir les zones blanches en Europe ou en Afrique, tout en offrant un nouveau domaine de résilience aux militaires. La leçon de Starlink en Ukraine semble avoir été bien apprise. Allspace et New Space pourront se départager le contrat. En effet, 30% du projet reviendra à des petites et moyennes entreprises. Une décision qui devrait aider le secteur en Europe.
La constellation sera déployée sur plusieurs orbites, mais on ne sait pas encore combien de satellites elle comportera. Le projet devrait coûter un peu plus de 6 milliards d'euros, et l'accord de financement porte sur une première tranche de 2,4 milliards. Le reste devra être trouvé via des partenariats publics-privés. On a donc enfin les contours de ce qui constituera une sorte de Starlink à l'européenne. L'ambition n'est probablement pas de fournir Internet à tous, l'Europe est déjà trop bien connectée pour que cela ait un sens. La constellation pourra en revanche aider l'Afrique à accéder au web et couvrir de nouveaux usages, comme la connectivité des véhicules. Il sera aussi intéressant de voir où iront les contrats de lancement. On imagine qu'il y a de quoi pérenniser Ariane 6 et donner à manger aux lanceurs du New Space européen. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaires pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce samedi à 17h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.